on ne met pas d'argent neuf. Pour les patients, parce qu'on réussit à financer des nouveaux services, à même la masse de rémunération des médecins. Franchement, c'est des gains historiques pour le Québec. Et en passant 3 milliards d'économies, là, c'est pas rien. C'était vendredi dernier, lors du dévoilement de l'entente entre les médecins spécialistes et Québec. Depuis cette entente sur la rémunération, cette histoire continue de faire débat. Claude Castonguay est un ancien ministre libéral. C'est quand même le père de l'assurance maladie. Vous savez, cette fameuse carte qui va changer, au désespoir de certains, là, bientôt, on perd le soleil, qu'on appelle la Castonguette, mais ça vient de lui. Je le dis pour tous ceux qui n'étaient pas là au moment où ça a été adopté au début des années 70. Et il y a 10 ans, presque jour pour jour, il présidait un groupe de travail sur le financement du système de santé. Alors, lors de ce 10e anniversaire et à l'occasion de ce débat, M. Castonguay, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez aussi publié un livre sur le système de santé et à plusieurs fois, vous êtes intervenu sur la place publique. On peut vous lire régulièrement également dans la presse, dans la section débat. Monsieur Castonguay, vous avez regardé, vous avez suivi cette polémique, ce débat autour de l'entente. Qu'en pensez-vous de cette entente, vous? Bien, écoutez, c'est difficile de dire ce que je ressens, évidemment. C'est presque un sentiment là, de révolte. Ça fait des années que l'on voit ça venir, que je ne suis pas le seul à prédire ce qui est en train de se produire. Et malgré tout, les gestes qui auraient dû être posés ne l'ont pas été. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un système de santé qui vit de crise en crise en crise. Vous avez eu les crises des urgences, ça continue. On vient d'apprendre que les infirmières sont à bout de souffle. On vient d'apprendre que non seulement les infirmières sont à bout, mais les gens dans le système sont désorientés, ne savent plus trop comment fonctionner dans ce système-là. Et là, nouvelle crise, celle de la rémunération des médecins. On ne peut pas, dans un système comme le nôtre, vivre de crise en crise comme celle-là. Le gouvernement présente cette entente comme une bonne nouvelle pour les Québécois en disant, écoutez, on a réussi à faire une économie de 3 milliards, même si les médecins auront du rattrapage. Une économie de 3 milliards, une entente qui avait été négociée à l'époque par le premier ministre actuel, ancien ministre de la Santé, M. Couillard, et M. Barrette, chef de syndicat, chef de la FMSO, de la Fédération des médecins spécialistes à l'époque. On nous dit qu'aujourd'hui, on a réussi quelque chose de magistral. Si on évite, comme l'a dit le premier ministre, cette dépense-là, c'est signe que les ententes qui ont été négociées à l'époque, c'était de l'incompétence. Le fait aussi qu'on n'a pas cessé d'augmenter la rémunération, alors que l'Ontario, avec qui on voulait se comparer, venait de la freiner. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec des dépenses prévisibles là, qui auraient été énormes. On coupe un peu dans ces dépenses-là et on nous dit que c'est des économies. Le genre d'économie où tout ce qu'on fait, c'est corriger les erreurs que l'on a faites dans le passé. Les erreurs par les mêmes personnes. J'en reviens pas d'entendre le premier ministre dire des âneries semblables. Et il dit surtout qu'un contrat, c'est un contrat. On ne peut pas revenir sur ce qui a été signé par lui, en fait, par le ministre de la Santé à l'époque, et M. Barrette à l'époque. Un contrat sur le plan légal, c'est un contrat. Sauf que là, lorsque le gouvernement s'est engagé dans le rattrapage, c'était pour approcher l'Ontario, ce qui était déjà un non-sens parce qu'on n'a pas la richesse de l'Ontario. Et une fois qu'on a atteint le même niveau que l'Ontario, au lieu de continuer à ajouter de l'argent, c'est clair que l'on aurait pu dire, voici, on a atteint l'objectif. Et on veut réouvrir ces ententes-là, étant donné que l'objectif a été atteint. Il y a une question de contrat social dans ça. Ça n'est pas une question uniquement légale. Au contraire. Vous avez beaucoup réfléchi et écrit sur la question du pouvoir des médecins. Je me souviens vous avoir déjà interviewé là-dessus, que les médecins exercent trop de pouvoir politique. D'ailleurs, là, on parle souvent d'un gouvernement de docteurs à Québec en ce moment. Même que le ministre de la Santé, selon vous, je ne veux pas vous trahir, ne devrait pas nécessairement être un médecin. Parce qu'il y a comme une part de conflit d'intérêts, là, non? C'est ce que vous... moi, je pense que c'est un conflit professionnel, en fait. Un médecin demeure toujours un médecin.
On sait, là, il y a tout ce qui entoure là, la prestation d'un serment, puis la mission. Et un médecin demeure toujours un médecin et il n'est pas bien placé pour faire face aux médecins. Maintenant, les deux fédérations, leur rôle est de défendre leurs membres, leurs intérêts économiques. Et ça, ils l'ont bien fait. Ils l'ont fait de façon, en fait, pour les médecins, extraordinaire. Mais ils en sont venus à gagner que pratiquement tout ce qui se fait où les médecins sont impliqués à un certain titre, ça doit être négocié. Et ça dépasse le rôle des fédérations, à mon avis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Par tout ce qui est de tout geste? On confie à la Fédération des médecins spécialistes une enveloppe au-dessus des milliards et des milliards, et c'est eux qui décident entre eux comment ils se repartissent cette tarte-là. Ouais. Et vous voyez, par exemple, les radiologistes qui gagnent le plus, ce n'est pas nécessairement eux qui font le travail le plus compliqué. Vous voyez les ophtalmologistes très hauts, les chirurgiens spécialisés, et vous voyez généralement en fin de ligne les psychiatres et d'autres spécialités là, moins en vue. En fait, cette répartition-là, le gouvernement devrait y participer. Vous voyez aussi... Surtout qu'en ophtalmologie, on a beaucoup dit que les actes prenaient beaucoup moins de temps maintenant avec les nouvelles technologies. Il fallait revoir ça. Même, je pense aussi, la radiologie. Donc, alors, les enveloppes, pour que le public nous suive bien, s'il y a des milliards à donner à la Fédération, à l'interne, avec ses différentes associations, anesthésiologistes, chirurgiens, internistes, tout ça, décide ou se négocie entre eux combien ils donnent à chacun, puis sous quelle forme d'acte. Et c'est des luttes entre ces associations-là. Maintenant, une autre des choses qui ressort de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune évaluation, il n'y a aucun objectif qui est fixé dans ces négociations-là. Sur l'accès à la productivité? Bien oui. Nous, on avait, quand on a lancé l'assurance maladie, on négociait les tarifs avec les fédérations. Et si on voyait en cours de route, à un moment donné, qu'il y avait un dérapage, comme à un moment donné, je me souviens, les injections pour les varices, ça se multipliait. On aurait dit qu'à peu près toutes les femmes au Québec avaient un problème de varices. On avait stoppé ça en disant non, 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 on réouvre l'entente parce que ça dépasse une pratique là, normale. Ouais. Alors, on a cédé des choses comme celle-là qui n'ont pas de bon sens. Et dans la dernière entente, il n'y a absolument rien qui porte sur ces éléments-là qui sont aussi importants, à mon avis, que le niveau de rémunération. C'est-à-dire la possibilité de réouvrir l'entente ou les bonnes... Parce que la tarification est laissée... Et d'avoir un mot à dire dans l'allocation des ressources, leur utilisation, s'assurer que c'est bien fait. Le docteur Barrette dit, écoutez, mes lois, le 20-130, ont servi de levier à cette négociation. Il n'était pas négociateur, il a été écarté de la négociation. Il dit, dans le fond, ça a été un levier pour réussir la négociation et en même temps, on a laissé tomber des dispositions, des pénalités dans les lois en question. Alors... Bien, moi, c'est une des choses aussi qui me surprend. Le docteur Barrette a perdu la confiance du premier ministre. Et normalement, un ministre qui perd la confiance de son premier ministre devrait démissionner. Deuxièmement, le premier ministre, s'il n'a plus confiance dans son ministre, en le mettant de côté, devrait demander sa démission aussi. Ça, c'est nouveau. On se repasse la balle comme si on pouvait là, faire des gestes comme ceux-là et qu'il n'y a pas de conséquences. Évidemment, les gens ont à l'esprit de la situation des infirmières, mais aussi l'accès, les délais en cancer, en oncologie, c'est encore très long. Il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Vous avez dit en début d'entrevue, il y a des gestes qui auraient dû être posés qui ne l'ont pas été. Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit? Bien, d'abord, le mode de rémunération, mais il y a un certain nombre d'autres choses qui auraient dû être faites au cours des dernières années. Par exemple, le financement à l'activité. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on a reconnu que c'était la voie à prendre, de telle sorte qu'au lieu de confier des budgets aux hôpitaux et de voir les patients qui arrivent là comme une dépense, on les rémunère selon le volume d'activité qui est produit. Pour générer ça. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Vous vous souvenez des 50 super cliniques que le docteur Barrette, il y en a une dans le moment, qui discrètement fait un bon travail, mais c'est tout. Il y en a une.
on n'a pas vu la balance. Donc, c'est difficile. L'accès, je vais me permettre une question plus personnelle parce qu'on apprenait aujourd'hui par mes collègues là, qu'il y a des médecins de famille qui refusent certains patients. Vous avez été ministre, vous êtes un sage, hein, vous avez un certain âge, peut-on dire. Mais j'ai cru, je me suis laissé dire que vous-même, vous étiez, quand vous avez dit que ça prendrait 4 ans avant d'avoir un médecin de famille. Bien, c'est à peu près ça? C'est une petite anecdote. Je suis allé il y a quelques mois dans une clinique. Je me suis dit, ce serait peut-être bon que je mette mon nom sur une liste. Quand je suis arrivé, la réceptionniste est partie à rire. Quand je lui ai demandé ça, elle m'a dit, mon cher monsieur, vous allez attendre 4 ans avant qu'on puisse vous inscrire sur notre liste. Alors, bon. C'est la réponse qu'on m'a faite. Donc, vous n'avez pas de médecin de famille? Je n'ai pas de médecin de famille, vous êtes non. en bonne santé? Et cette histoire de mettre tellement l'attention sur le médecin de famille, je trouve ça exagéré. Ah oui? Bien, écoutez, il n'y a pas juste ça là, dans la santé. Le docteur Barrette est en train d'essayer de convaincre les gens que si on atteint la cible de 85 on n'aura plus de problème. La médecine là, qui se fait présentement à l'acte, où on multiplie les actes, ça coûte très cher, ça donne des soins qui sont pas toujours optimum, dans mon avis. Pas nécessaire. Le médecin n'a pas le temps de connaître son patient, de discuter avec lui, d'avoir quelle sera la méthode, le meilleur traitement. Bien souvent, c'est des rendez-vous de quelques minutes qui se terminent par une prescription pour un médicament, alors qu'il y aura bien d'autres voies à prendre. Monsieur Castonguay, merci d'avoir partagé votre réflexion, d'avoir jeté un regard critique sur c'est le résultat de vos observations. Merci beaucoup. Bienvenue. On vous souhaite quand même de trouver un médecin. Mais vous avez la bonne santé, c'est ça qu'on voit. Merci. Merci.